Salut à tous, je suis Sandrine Miraculeux, je suis artiste et auteur, je suis aussi passionnée d'art et je partage avec vous. Artivisme. L'artiste doit-il s'engager ? En tapant art et politique sur les moteurs de recherche, une déclinaison de titres et de mots-clés se sont affichés, tels que instrumentalisation de l'art, comprendre les relations entre l'art et la politique, l'artiste et la politique en des temps difficiles, art et engagement, pour ou contre l'art engagé, art et militantisme, relations art et pouvoir, l'art au service d'une communication politique, l'artiste est-il politique, l'artiste doit-il avoir un impact dans la société, l'art un outil politique, l'artiste a-t-il encore une valeur politique ? On trouve également des ouvrages, des articles avec des affirmations très tranchées telles que « Aujourd'hui, en politique, l'artiste est un figurant, un visage et plus du tout une voix » ou « Artiste et politique, des lendemains qui déchantent ». En toute sincérité, je n'ai pas lu ces contenus. Pourtant, en tant qu'artiste, je me suis souvent interrogée sur l'artivisme durant mes études d'histoire de l'art, notamment avec le peintre très engagé politiquement Jean-Louis David, dont le mécène était Napoléon Ier. Quoi qu'il en soit, cette question est toujours d'actualité. C'est pourquoi j'ai souhaité échanger sur ce sujet. Qu'est-ce que l'artivisme ? Artivisme, c'est un art militant et un activisme artistique. C'est tout simplement un mot valise composé des termes art et activisme. C'est un néologisme qui désigne l'art relatif aux préoccupations politiques, souvent proches de mouvements altermondialistes et anti-guerre. Des artistes engagés. De tout temps, des artistes ont utilisé leur art ou leur voix pour manifester contre certaines réformes, pour s'indigner face à des injustices ou pour sensibiliser le gouvernement sur des sujets dits sensibles, qui alertaient l'opinion publique, à l'instar de « La liberté guidant le peuple » d'Eugène Delacroix, réalisé en 1830, inspiré de la Révolution des Trois Glorieuses. C'est la deuxième révolution française après celle de 1789. Ou Le radeau de la Méduse de Théodore Géricault, qui illustre en 1818 par son artivisme un épisode de l'histoire de la marine coloniale française, le naufrage de la frégate Méduse, où nous avons également la toile monumentale Guernica, peint en juin 1937 par Pablo Picasso pour dénoncer le bombardement de la ville de Guernica qui a eu lieu 3 mois plus tôt lors de la guerre d'Espagne. Et plus récemment, nous avons le célèbre artiste urbain contemporain J.R. avec ses projets monumentaux comme Portrait d'une génération, qui constitue la première étape du projet 28 mm. À la suite d'une première exposition sauvage, sur les murs de la cité des Bosquets, J.R. s'installe en plein cœur de ce quartier et de la cité voisine de la Forestière à Clichy-sous-Bois, épicentre des émeutes de 2005 dans les banlieues françaises. Suite à quoi il dira ceci : « J'aimerais amener l'art dans des endroits improbables, créer avec les communautés des projets tellement grands qu'ils forcent le questionnement. Tenter, dans les zones de tension comme le Moyen-Orient ou le Brésil, qui sont fortement médiatisées, de créer des images qui offrent d'autres points de vue que celles réductrices des médias globalisés. » À l'artivisme. Lors d'une interview accordée à artisticreseau.com en novembre 2016, l'artiste engagé Kader Attia dira « Il est temps que l'art soit politique ». Aux questions telles que « C'est un postulat, l'art doit être politique. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans cette idée, même d'un art politique. » Il répond « Aujourd'hui, oui. La création est politique de facto. Oui, mais même lorsque Van Gogh peint des tournesols, il fait un acte politique. J'entends par politique toute relation mutuelle, l'être ensemble. Lorsqu'on crée une œuvre d'art, on se met ensemble et on s'expose. La politique ne consiste pas seulement à sortir dans les rues avec des fumigènes, il s'agit de prendre en compte le monde dans lequel on vit. Alors quelle différence faites-vous avec l'engagement ? Lui demande-t-on. Eh bien, l'engagement, c'est considérer que l'art est le miroir du monde. On ne peut pas rester silencieux à une époque où prendre un verre sur une terrasse devient dangereux. Toutes les personnes qui restent silencieuses sont prises de mensonges. C'est pour cela que les névroses et l'analyse psychanalytique nous intéressent, car personne ne ment à son ego. Face aux attentats de Charlie et du Bataclan, mon projet Colonie se doit d'exister. À votre question, l'art doit-il être politique ? Je répondrai qu'il est temps qu'il soit politique. On doit vraiment apporter du contenu dans la création, du contenu sémantique. Si une chose manque au discours politique dans l'art, c'est la transmission. Aussi intelligentes et intelligibles puissent être les œuvres d'art, si elles n'atteignent pas les personnes concernées, victimes ou bourreaux, elles ne servent à rien. Notre monde brûle.
Dès lors, en me rendant au palais de Tokyo, j'ai visité l'exposition Notre monde brûle, qui propose un regard engagé sur la création contemporaine depuis le Golfe Persique, où les guerres et les tensions diplomatiques n'ont cessé de déterminer l'histoire de ce début du XXIe siècle. Depuis la découverte de la présence des combustibles fossiles dans le sous-sol du Koweït au cours des années 1940, l'industrie pétrolière est à l'origine d'une des croissances économiques les plus importantes dans la région du Golfe. Cette activité a rendu nécessaire le développement d'équipements spécialisés et de forages de plus en plus profonds. Avant le pétrole, l'économie de la région reposait principalement sur la pêche de perles et son commerce. À la suite de ses recherches sur cette ressource, l'artiste koweïtienne Monira Al-Qadiri a travaillé sur les ressemblances formelles entre les perles et le pétrole, dont les couleurs iridescentes et nacrées se complètent. En réaction à ce phénomène, Monira Al-Qadiri dira « Le pétrole est tellement ancré dans ma vie qu'il a fait presque partie de mon corps, de mon sang. Lorsqu'il aura disparu, nous serons la génération synonyme de cette matière, de ce moment délirant de l'histoire. J'imagine alors dans mon travail un monde où le pétrole ne vaut plus rien. Je voyage dans le temps vers ce futur inévitable. » L'artiste présente en 2016 Orbit 1. Une sculpture en lévitation qui évoque une foreuse pétrolière, elle tourne lentement sur elle-même comme si elle voulait percer le ciel malgré son équilibre fragile. Telle une tour de Babel miniature, cette œuvre incarne la démesure du désir de richesse et de contrôle des êtres humains sur leur environnement. Le travail de Faraj Daham scrute la transformation des modes de vie dans les pays du Golfe, l'essor urbain de Doha qui bouleverse les modes de vie des Qatariens, le tiraillement entre la persistance de l'organisation tribale, des relations humaines et les nécessités économiques d'une capitale internationale. Son œuvre, Street Language, peint en 2012, est un portrait d'ouvriers anonymes que l'artiste a rencontrés sur les chantiers de construction, dans leurs cabanes de repos aux heures de canicule. Ils portent des masques pour se protéger contre le soleil et le sable. Les travailleurs étrangers constituent près de 80% de la population du pays qui compte 2,5 millions d'habitants en 2019. Invisibles mais essentiels à l'urbanisme, ces ouvriers du bâtiment immigrés sont les héros du quotidien auxquels Faraj Daham rend hommage dans cette peinture qui fait appel à la signalétique des chantiers ainsi qu'au papier de verre et au sable provenant de sites de construction. Frontal et direct, ce portrait agit avec une efficacité visuelle mais se veut aussi aux prises avec une réalité sociale souvent déniée, celle d'hommes invisibilisés dont le travail dans les villes n'est pas reconnu. L'art est une part essentielle de tout mouvement social. Mon principal sujet de recherche est l'être humain, et ici, plus spécifiquement la question du labeur, dont le rôle dans la construction de la ville a été oublié, dira-t-il. Un autre activiste, Sami Baloji. Je ne m'intéresse pas au colonialisme comme événement du passé, mais plutôt aux continuations du système. Je vis en Belgique depuis 2010 et pourtant je n'ai jamais vu d'exposition portant sur les 2 guerres mondiales qui mentionnaient l'implication de l'Afrique et leurs conséquences sur le continent africain. Pourtant beaucoup d'ouvriers africains ont été amenés à produire du cuivre pour fabriquer des bombes. Des soldats africains sont morts en Tanzanie et au Rwanda. Mais tout n'est encore vu qu'à partir d'un seul point de vue. Alors je rassemble des histoires qu'on cherche habituellement à séparer. Dès lors, l'archive est le point de départ de réflexion de Sami Baloji. C'est à travers elle qu'il explore en 2018 le passé colonial de la République démocratique du Congo et ses conséquences sur le patrimoine naturel, culturel et industriel de la région de Katanga. Son œuvre, présentée ici, révèle l'histoire complexe de l'approbation des matières premières de cette région par les puissances occidentales. Lors des 2 guerres mondiales, l'exploitation du cuivre dans les mines du Katanga augmente considérablement en raison de la production d'obus. Les douilles de ces obus, souvent gravées par des poilus, s'achètent aujourd'hui sur de nombreux sites internet de revente. Elles témoignent d'une pratique populaire en Belgique consistant à les utiliser comme des objets de décoration ou pots de fleurs. Ici, Baloji y place des plantes originaires des zones ministères du Katanga, que l'on retrouve aujourd'hui fréquemment dans les jardins botaniques et les commerces européens. Cette installation de 41 douilles d'obus, datant de 1914 et de 1945, marque le retour du matériau à son territoire d'origine, tout en n'ignorant pas les parcours complexes et d'abord forcés de leur circulation. L'artiste entrelace le vivant organique avec le morbide propre aux armes de guerre. Il rend tout simplement hommage aux morts et aux histoires occultées de l'Afrique qui continuent à hanter le présent. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai découvert également les œuvres des étudiants de l'école Kurtrajme, accueillis par le Palais de Tokyo, pour une exposition sous forme de workshop qui explore la filiation entre La haine de Mathieu Kassovitz sorti dans les salles en 1995
et Les Misérables de Ladji Ly, sorti au cinéma en 2020. On pouvait lire sur le site internet du Palais le descriptif du contenu de l'exposition. En 1995, le réalisateur Mathieu Kassovitz et les acteurs Vincent Cassel, Hubert Koundé et Saïd Tajmoui avaient la haine face à la stigmatisation des banlieues, face aux violences policières et sociales. Presque 25 ans après, Ladji Ly raconte les misérables de notre époque, celle du capitalisme carcéral. À la manière du portrait réalisé en 2005 par son complice JR, prenant la pose d'un braqueur, Ladji Ly utilise sa caméra comme une arme pour cibler les rapports d'oppression tout en déjouant les clichés médiatiques. 25 ans, c'est le temps d'une génération. Une génération qui n'a eu de cesse de changer les visages du cinéma français et de questionner le regard de la France nourrie sur les banlieues et sur leurs habitants. Une génération qui a toujours avancé de manière collective dans l'urgence avec l'énergie du système D. Véritablement enfant de la haine, Ladji Ly a fondé en 2018 l'école Courtrajmé, du nom du collectif d'artistes fondé en 1994, mettant en place avec JR un enseignement alternatif et gratuit de cinéma et d'art à Clichy-sous-Bois, Montfermeil, commune de Seine-Saint-Denis où se déclenchèrent les révoltes populaires qui secouèrent la France en 2005 à la suite de la mort de Zayed Benna et Bouna Traoré. La trentaine d'élèves de l'école invités au Palais de Tokyo pour créer un pont entre ces deux films cultes propose un ensemble d'œuvres plastiques et cinématographiques réalisées pour l'exposition. Directement inspirés de scènes, de ces films et de situations vécues au quotidien, ces artistes émergents s'attaquent au regard médiatique et politique, interrogeant l'approbation opérée par la mode sur les cultures de rue, rendant hommage aux motards en YZ et sans casque qui pratiquent un rodéo d'un nouveau genre, dénoncent la sous-représentation des femmes dans la société, le machisme et l'homophobie, interpelle le passé colonial de centaines de rues de Paris, révèle l'envers du décor de l'économie parallèle, mais aussi les solidarités qui naissent dans ces situations, de ces temps morts passés à l'arrière de voitures ou sur des chaises pliantes. Dans un palais de Tokyo qui se fait caisse-résonance des imaginaires et des luttes, mais aussi de nouvelles géographies, les œuvres des élèves de l'école Courtrajmé rappellent que jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ma lettre au président. En vous présentant de façon non exhaustive ces artistes, fervents de l'artivisme, vous comprendrez ma position en tant qu'artiste. Ainsi, je crois que nous devons avoir un impact fort dans notre société. Car en tant que chrétiens, évangéliser les nations, prier pour nos autorités et voter ne suffit plus. Dès lors, suite à certains événements qui m'ont interpellé au printemps 2020, j'ai écrit pour la première fois au chef de l'État. Monsieur le Président, je me permets de vous écrire suite à votre allocution du 14 juin dernier. En effet, vous notifiez que la République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. La République ne déboulonnera pas de statut. Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble nos mémoires, notre rapport à l'Afrique en particulier. Pourtant, bien qu'étant originaire de la Guadeloupe, je ne cautionne pas les actes de vandalisme et les déboulonnages de sculptures, même si j'en comprends tout à fait les actes. Je vous invite à voir la vérité sur Victor Schœlcher via ce lien. D'ailleurs, je suis moi-même une artiste sculptrice de formation. Par conséquent, la sculpture a une signification particulière pour moi. D'autre part, cela m'évoque une des affirmations de mon professeur d'histoire de l'art. La peinture n'est qu'illusion. La sculpture, c'est la vérité. Dès lors, sans vouloir développer toute l'étendue de sa réflexion pédagogique, globalement, ce que cet enseignant voulait dire, c'est qu'en sculpture, on ne triche pas. Ni dans la représentation du sujet, ni dans l'interprétation du volume. Ainsi, comme Claire Barbillon le notifie dans son livre « Comment regarder une sculpture, 1000 ans de sculpture occidentale », art de l'espace et du temps, à l'instar de la musique, la sculpture est un objet d'étude qui se laisse difficilement saisir. Il faut en faire le tour, multiplier les points de vue, se déplacer, être capable d'envisager une combinatoire extrêmement complexe de qualité formelle, traverser 1000 ans d'histoire et de style. En somme, on peut apprécier une œuvre volumétrique qu'en l'abordant sous tous ses angles, et pas que d'un seul point de vue. Or, dans votre dernière allocution, vous demandez aux Français dont les communautés noires, en particulier, de continuer à considérer ces statues controversées qui ornent nos villes françaises, les îles françaises ainsi que certains pays africains, comme des figures emblématiques et honorifiques de la République sans considérer celles-ci sous tous ses aspects. Du reste, n'est-ce pas dans ce cas une atteinte au patrimoine culturel de la France ? Assurément, vous comprenez ma métaphore,
qui rejoint plus ou moins le propos de l'historien Benjamin Stora. On ne peut jamais clôturer l'histoire. Ce n'est pas possible. Elle va continuer de s'écrire. Et si la question du passé colonial et de l'esclavage est portée à l'ordre du jour, elle ne va pas disparaître comme par enchantement. Maintenant, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on écrit, notamment autour de ces statuts que certains veulent déboulonner ? D'après l'AFP, il y a quelques semaines, vous auriez sommé vos équipes de travailler sur la question du passé colonial de la France. Seulement, je doute que cette mise au point suffise à calmer les tensions de ces dernières semaines. Il semblerait toutefois que vous avez posé un acte fort en proposant aux Français un nouveau gouvernement. Il est probable que ce remaniement soit un tournant pour l'avenir de la France. Néanmoins, même si je ne partage pas vos idées, je vous respecte en tant que dirigeant de la République française. L'idée un pays n'est pas une position facile, et encore moins dans un contexte aussi hostile que celui que nous traversons actuellement. Toutefois, l'objet de mon courrier n'est pas de vous faire une remarque ou de vous interroger sur vos intentions pour la France, mais de vous soumettre une requête qui contribuerait, je l'espère, à apaiser les dissensions dans notre pays. En tant que citoyenne française, je me permets de vous exprimer mon souhait, celui d'enseigner l'histoire de France en incluant son passé colonial dans tous les programmes scolaires et culturels. Je pense que cette proposition d'ajustement et de clarification nous permettra de commencer lucidement à regarder ensemble nos mémoires, notre rapport à l'Afrique en particulier. En espérant que cette suggestion deviendra un projet, je vous transmets sincèrement mes salutations distinguées, Monsieur le Président. Sandrine Miraculeux. La réponse du Président. Madame, Monsieur, vous trouverez ci-joint la réponse de la Présidence de la République à votre message. Pour tout nouvel envoi, nous vous remercions de rappeler la référence ci-dessous sous laquelle votre courrier a été enregistré. Cordialement, la correspondance. Madame, le Président de la République a bien reçu votre correspondance et m'a confié le soin de vous assurer que vos réflexions et votre suggestion ont fait l'objet de la meilleure attention. À l'occasion de son allocution du 14 juin dernier, le chef de l'État a rappelé que la République serait intraitable face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations. Contre ces fléaux, il nous faut affronter avec force les violences et les amalgames. Ce combat doit être conduit contre la tentation communautariste et en regardant avec lucidité notre passé et nos mémoires. Afin de bâtir le présent et construire notre avenir, il est nécessaire de s'unir autour d'un patriotisme républicain respectueux et apaisé. La France est une nation où chacun, quelles que soient ses origines, sa religion, doit trouver sa place. Soyez assurés de l'engagement total du président de la République dans ce combat consubstantiel au pacte républicain français et nécessaire à la cohésion de notre nation. Toutes les formes de discrimination ou de racisme allant à l'encontre de l'esprit de concorde seront mises en évidence et éradiquées. Je vous prie d'agréer, madame, l'expression de mes hommages. François-Xavier Loche. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous ? Jusqu'ici, tout va bien ? L'artiste doit-il s'engager politiquement ou pas ? C'était Sandrine Miraculeux sur Passionné d'art. Je vous remercie pour votre écoute et je vous remercie également pour vos commentaires, vos likes et vos partages aux intéressés. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Salut, ciao.